Le ciel est bas, gris, compact. La lumière ne semble pas venir d'en haut, mais du manteau neigeux qui recouvre le sol. Elle s'affaiblit inexorablement. Sans doute est-ce que le soir tombe. Des plaques de givre se cristallisent. Les branches des arbres sont craquantes. Des flocons de neige tourbillonnent au milieu des gens qui se croisent sans se voir. Leurs visages se durcissent et se rident. De petits points de lumière fous dansent dans leurs yeux. Certains rentrent à la maison, mais avant d'y arriver, ils comprennent que leurs proches vont mourir, ou probablement sont déjà morts. Paul prend conscience que la planète est en train de mourir de froid. Ce n'est d'abord qu'une hypothèse, mais peu à peu elle se transforme en certitude. Le gouvernement n'existe plus, il a pris la fuite, ou s'est évanoui de lui-même, c'est difficile à dire. Paul est ensuite dans un train. Il a décidé de passer par la Pologne, mais la mort s'installe dans les compartiments, bien que leurs parois soient doublées d'épaisses fourrures. Il comprend alors que plus personne ne conduit le train, qui file à toute allure dans une plaine déserte. La température continue de baisser, moins 40 degrés, moins 50 degrés, moins 60 degrés. Ce fut le froid qui tira Paul de son rêve. Il était minuit 27. Tous les soirs, le chauffage était coupé à 21h dans les bureaux du ministère. C'était déjà un horaire tardif. Dans la plupart des administrations, les gens quittent leur travail beaucoup plus tôt. Il avait dû s'assoupir sur le canapé de son bureau peu après le départ du type de la DGSI. Celui-ci avait eu l'air inquiet, personnellement inquiet pour son sort, comme si Paul allait se plaindre auprès de sa hiérarchie, demander qu'il soit dessaisi de l'enquête, ou quelque chose de genre. Il n'en avait nullement l'intention. Depuis la 3e vidéo, de toute façon, l'affaire était devenue mondiale. Cette fois, Google était directement visé, la première entreprise de la planète et qui travaillait main dans la main avec la NSA. La DGSI serait peut-être tenue au courant des premiers résultats, par courtoisie et parce que l'affaire, de manière inexplicable, avait d'abord concerné un ministre français. Mais les Américains disposaient de moyens d'investigation sans commune mesure avec ceux de leurs homologues français. Ils allaient très vite reprendre un contrôle total sur le dossier. Décider d'une sanction contre ce type de la DGSI n'aurait pas seulement été injuste, mais stupide. On n'était plus à l'époque de son père où les dangers restaient locaux. Il prenait maintenant, presque tout de suite, une dimension mondiale. Pour l'heure, Paul avait faim. Il allait rentrer chez lui, c'était la seule chose à faire, se dit-il avant de prendre conscience qu'il n'y aurait rien à manger chez lui, que le rayonnage du réfrigérateur qui lui était réservé serait désespérément vide. Et que l'expression même de chez lui témoignait d'un optimisme déraisonnable. C'était certainement le partage du réfrigérateur qui symbolisait le mieux la dégénérescence de leur couple. Lorsque Paul, jeune fonctionnaire de la direction du budget, avait rencontré Prudence, jeune fonctionnaire de la direction du Trésor, il s'était passé quelque chose indéniablement dès les premières minutes. Peut-être pas dès les premières secondes, l'expression de coup de foudre aurait été exagérée. Mais cela n'avait pris que quelques minutes, certainement moins de 5, plus ou moins le temps d'une chanson en réalité. Le père de Prudence était dans sa jeunesse fan de John Lennon. C'est de là que venait son prénom. Elle devait le lui révéler quelques semaines plus tard. Dire Prudence n'était certainement pas la meilleure chanson des Beatles. Et plus généralement, Paul n'avait jamais considéré l'album blanc comme le sommet de leur carrière. Toujours est-il qu'il n'avait jamais réussi à appeler Prudence par son prénom. Au moment les plus tendres, il lui disait « ma chérie » ou parfois « mon amour ». Elle n'avait jamais cuisiné à aucun moment de leur vie commune. Ça ne lui apparaissait pas comme un élément de son statut. Elle était énarque, comme Paul, inspecteur des finances comme Paul, et en effet une inspectrice des finances au fourneau, cela avait eu quelque chose d'un peu déplacé. Leur accord sur la taxation des plus-values avait d'emblée été total, et ils étaient l'un comme l'autre si peu aptes à sourire de manière engageante, à parler avec légèreté de sujets variés, en un mot à séduire, que c'était probablement cet accord qui avait permis la concrétisation de leur idylle au cours de ces interminables réunions qu'organisait la direction de la législation fiscale, tard dans la nuit, le plus souvent dans la salle B87. Leur entente sexuelle avait tout de suite été bonne, rarement extatique cependant, mais la plupart des couples n'en demandent pas tant. Le maintien d'une activité sexuelle quelconque dans un couple constitué est déjà un vrai succès. C'est l'exception bien davantage que la règle. La plupart des personnes bien informées, journalistes des magazines féminins de référence, auteurs de romans réalistes en témoignent, et ceci ne concernait même que les personnes relativement âgées, comme l'étaient Paul et Prudence,
qui approchaient doucement de la cinquantaine. Pour les plus jeunes de leurs contemporains, l'idée en soi d'une relation sexuelle entre deux individus autonomes, ne dut-elle se prolonger que quelques minutes, n'apparaissait plus que comme un fantasme daté et pour tout dire regrettable. Le désaccord alimentaire entre Prudence et Paul s'était par contre manifesté rapidement. Prudence, cependant, dans les premières années, mue par l'amour ou par un sentiment analogue, avait assuré à son concubin une alimentation conforme à ses goûts, à ses yeux pourtant marqués par un conservatisme éprouvant. Si elle ne faisait pas la cuisine, elle faisait elle-même les courses et mettait une fierté particulière à dénicher pour Paul les meilleurs steaks, les meilleurs fromages, la meilleure charcuterie. Ces produits carnés se mêlaient alors, dans un amoureux désordre, aux fruits, céréales et légumineuses bio qui constituaient son ordinaire personnel, au long des rayonnages de leur réfrigérateur commun. La mutation végane survenue chez Prudence dès 2015, au moment même où le mot faisait son apparition dans le Petit Robert, allait déclencher une guerre alimentaire totale dont 11 ans plus tard, il n'avait toujours pas pensé les séquelles, et à laquelle leur couple avait maintenant bien peu de chances de survivre. La première attaque de Prudence fut brutale, absolue, décisive. À son retour de Marrakech, où il assistait avec le ministre de l'époque à un congrès de l'Union africaine, Paul avait eu la surprise de voir son réfrigérateur envahi, outre les fruits et légumes habituels, par une multitude d'aliments étranges où se côtoyaient algues, soja germé et de nombreux plats cuisinés de la marque Biozone, mêlant tofu, boulgour, quinoa, épeautre et nouilles japonaises. Rien de tout cela ne lui paraissait si peu que ce soit comestible, et il en fit part avec une certaine acrimonie. « Y a que de la merde à bouffer », tels furent ses mots exacts. Une négociation brève mais intense s'ensuivit, à l'issue de laquelle Paul se vit concéder un rayon du réfrigérateur pour y stocker sa bouffe de bœuf, pour reprendre les termes de Prudence. Bouffe qui lui appartenait désormais d'acheter lui-même sur ses propres deniers. Ils avaient conservé des comptes bancaires séparés, le détail a son importance. Les premières semaines, Paul osa quelques escarmouches. Elles furent repoussées avec vigueur. Toute tranche de Saint-Nectaire ou de pâté en croûte qu'il déposait au milieu du tofu et du quinoa de Prudence était en quelques heures ramenée à son rayon d'origine quand elle n'était pas purement et simplement jetée à la poubelle. Une dizaine d'années plus tard, tout s'était extérieurement apaisé. Sur le plan alimentaire, Paul se contentait de son petit rayon qu'il remplissait vite, ayant peu à peu renoncé à la fréquentation des artisans de bouche pour se contenter de la formule synthétique sur le plan nutritionnel et assurée d'une distribution fiable, des plats cuisinés micro-ondables. Il faut bien manger quelque chose, se répétait-il avec sagesse devant son tagine de volaille monoprix gourmet, rejoignant ainsi une forme d'épicurisme morose. La volaille était issue de différents pays de l'Union européenne. Cela aurait pu être pire, se disait-il encore. Les poulets brésiliens, non merci. De petits êtres lui apparaissaient maintenant de plus en plus souvent dans la nuit. Ils s'agitaient avec rapidité, leur peau était sombre et leurs bras nombreux. Dès le début de la crise, ils avaient fait chambre à part. Coucher seul est difficile lorsqu'on en a perdu l'habitude. On a froid et on a peur. Mais ils avaient depuis longtemps dépassé ce stade pénible. Ils étaient parvenus à une sorte de désespoir standardisé. Le déclin de leur couple avait débuté peu après qu'ils achètent en commun, s'enlaitant tous les deux sur 20 ans, leur appartement rue Lheureux, aux abords du parc de Bercy. Un splendide duplex avec 2 chambres et un espace de vie magnifique, dont les baies vitrées donnaient sur le parc. La coïncidence n'était pas fortuite. Une amélioration des conditions de vie va souvent de pair avec une détérioration des raisons de vivre, et en particulier de vivre ensemble. Le quartier était plus que génial, avait estimé Indy, sa conne de belle-sœur, lors de la visite qu'elle leur avait rendue au printemps 2017 en compagnie de son malheureux frère. Cette visite était heureusement restée la seule. La tentation d'étrangler Indy avait été trop forte. Il n'était pas certain de pouvoir y résister une seconde fois. Le quartier était génial, oui, ce n'était pas faux. Leur chambre, du temps où ils avaient une chambre commune, donnait sur le musée des Arts forains, avenue des Terroirs de France. À une 50aine de mètres, la rue de la Cour Saint-Émilion, traversant de part en part le quadrilatère urbain connu sous le nom de Bercy Village, était hiver comme été, surplombé d'une nuée de ballons multicolores, alors que s'y alignaient restaurants régionaux et bistrots alternatifs. L'esprit d'enfance pouvait à volonté s'y réinventer. Le parc en lui-même témoignait de la même volonté de désordre ludique. On avait voulu y donner toute leur place aux légumes, et un pavillon géré par la municipalité de Paris proposait aux résidents du quartier
les ateliers jardinage. Jardinier à Paris c'est permis, selon le slogan qui ornait sa façade. C'était situé, et l'argument demeurait concret et solide, à un quart d'heure à pied du ministère. Il était à présent minuit 42. Sa réflexion, quoique s'étendant sur l'essentiel de sa vie d'adulte, n'avait duré qu'un quart d'heure. S'il partait maintenant, il pourrait être à 1 heure du matin chez lui, du moins à son domicile.